Mesdames, messieurs et autres races aliens pour le moment méconnues, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à Doctor Who. Et vu que la vidéo s'annonce d'ores et déjà assez dense, je vous propose qu'on attaque directement dans le vif du sujet. Doctor Who, de quoi ça parle? Doctor Who est une série britannique dans laquelle on va suivre un seigneur du temps, une race alien ayant la possibilité de voyager dans le temps et l'espace grâce à un TARDIS, mais également détenteur des lois du temps elle-même et de sa continuité logique. Ici, la série se focalise sur le Docteur qui, suite aux mégardes de sa petite fille, va se retrouver à voyager avec des humains et à qui il va arriver tout un tas d'aventures. Wow, attends 2 secondes là, parce que tu me perds un petit peu et que le résumé que tu viens de faire, on peut s'attendre un petit peu à n'importe quoi, surtout au niveau de l'ambiance. Est-ce que c'est du Chiric, j'ai rétréci les gosses ou du Blade Runner? J'en sais rien. Et c'est voulu, parce que résumer une série vieille de 50 ans en seulement 5 minutes serait à la limite de l'insulte, parce que t'imagines bien qu'en 50 ans il s'en est passé des choses. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens décrochent de la série avant même d'avoir commencé ou après avoir regardé un épisode au pif sur France 4. Je vous propose donc d'aborder la chose de manière un petit peu plus détaillée afin d'essayer de répondre aux grandes questions que l'on pourrait se poser, c'est-à-dire Doctor Who, qu'est-ce que c'est et pourquoi ça marche? Oui, et accessoirement ce serait bien d'expliquer par où commencer aussi, parce qu'il y a quand même une trentaine de saisons. Tout à fait. Toi en revanche, tu peux commencer par aller te changer. Et pour cela, remontons au début des années 1960, une époque où l'espace, l'univers et l'inconnu intéressent de plus en plus de monde. En effet, la série La 4ème dimension du scénariste américain Rod Serling rencontre un franc succès depuis maintenant quelques années, et la guerre froide attire les regards vers la conquête spatiale avec notamment le russe Yuri Gagarin, premier homme à voyager dans l'espace le 12 avril 1961, et Valentina Tereshkova, la première femme en 1963. 63 étant justement l'année précise où nous allons nous arrêter, car en effet, la même année, un grand producteur de la BBC, un certain Sidney Newman, va avoir une épiphanie. Étant donné que l'inconscient collectif s'intéresse de plus en plus à la science-fiction, vu toutes les raisons que je viens de vous donner, il se dit qu'il est alors temps au Royaume-Uni d'avoir sa propre série de SF. Cependant, face à une BBC légèrement réticente, la série n'obtient pas le soutien recherché et devra alors se faire à budget réduit dans l'un des plus petits studios de la chaîne de l'époque, le Studio D. Il se tournera alors vers son assistante, une certaine Verity Lambert, pour lui confier la production de la série, faisant alors d'elle le plus jeune producteur de la BBC, mais également la première productrice de l'histoire de la chaîne. Non mais c'est pas possible. J'ai à peine le temps de me changer que c'est bon, tu nous as déjà reperdus. C'est qui le producteur du coup? C'est Verity Lambert ou c'est Sidney Newman? Faudrait savoir. Oui, bon, j'avoue qu'on a tendance à mettre le titre de producteur sur un petit peu tout le monde. En gros, Sidney Newman est celui qui a créé la série. C'est lui qui a eu l'idée à la base et celui qui a lancé la machine. Derrière ça, son rôle, c'est de vendre la série à la chaîne et d'obtenir des droits de diffusion, et surtout des horaires. De son côté, Verity est plus sur le plateau, c'est à elle de faire en sorte que tout se déroule en temps et en heure, et surtout de relancer en cas de besoin les décors, les réalisateurs, les scénaristes, etc. Tout en faisant attention à ne pas dépasser le budget. Bref. Sera alors choisi comme premier réalisateur un certain Waris Hussein, connu pour être le premier ressortissant indien à travailler pour la BBC, et qui réalisera également le 4ème épisode de la série centré sur Marco Polo, connu comme étant le tout premier épisode perdu, mais pour le coup ça je reviendrai peut-être dessus dans une autre vidéo. Le Docteur, lui, sera incarné par un certain William Hartnell, un ancien acteur de théâtre récemment passé à la télévision pour la série The Army Game, avant de devenir, pour le coup, le premier Docteur. Et si vous désirez en savoir plus à ce sujet-là, je vous recommande le téléfilm An Adventure in Space and Time, sorti à l'occasion des 50 ans de la série en 2013, et qui relate la création de cette dernière. En parallèle seront lancés les castings pour les autres personnages du coup, mais également la création des décors et surtout l'écriture des scénarios, écriture sur laquelle Sidney Newman posera alors 3 règles. La première étant qu'il ne faut ni robots ni monstres aux yeux globuleux, la deuxième étant que les enfants doivent apprendre quelque chose de la série, et la troisième que le personnage se doit d'être autoritaire pour être à la fois rassurant et sérieux, et pour ça, rien de mieux qu'un docteur. Et c'est en suivant ces indications qu'Anthony Coburn écrira le pilote de 4 parties de 25 minutes, racontant comment le docteur se retrouvera, suite à une maladresse de sa petite fille, à voyager avec une professeure d'histoire et un professeur de physique à l'âge de pierre. Il faut savoir d'ailleurs que l'initiative de ces 2 professeurs fut prise pour respecter la volonté d'en faire une série en partie éducative. Ainsi, lorsque les personnages voyagent dans le passé, la professeure d'histoire pourrait ainsi justifier pourquoi les Aztèques font des sacrifices ou pourquoi les hommes de Cro-Magnon se déplacent de telle manière. Et inversement, lorsqu'ils allaient dans le futur ou dans l'espace, le professeur de physique pouvait à son tour expliquer la situation. Comment ces aliens font-ils pour l'éviter? Pourquoi, si on devient minuscule, les gens de taille humaine ne nous entendent plus, etc. Oui, en gros, la série est construite de manière à réussir à tous les coups. On va brosser les parents dans le sens du poil avec le côté éducatif, et derrière ça, on attire les enfants avec le côté SF, comme on le ferait avec une camionnette remplie de bonbons. C'est ça, et pourtant le tout premier épisode passa quasiment inaperçu, mais pour une autre raison, c'est-à-dire la date de sa diffusion, soit le 23 novembre 1963.
Et bien en fait, il s'agit du lendemain de l'assassinat de JF Kennedy. Et comme je vous le disais en début de vidéo, on est en pleine période de guerre froide. Du coup, lorsque les soviétiques et les états-uniens partent dans l'espace, on lève les yeux vers les étoiles, mais lorsqu'il y a un assassinat, eh bien on baisse les yeux et on revient sur Terre. L'histoire avec un grand H attirant beaucoup plus que l'histoire avec un petit H, la série n'eut pas un franc succès. Après quoi, la série n'aura le droit qu'à un seul autre épisode pour avoir une chance de rester programmée. Plusieurs scénarios plus tard, Verity Lambert finit par choisir celui de Terry Nation, un choix extrêmement cueillu qui sera d'ailleurs à l'origine du succès de la série. Tout d'abord, il faut savoir que le scénario ne plut pas du tout à Sidney Newman, parce qu'on y retrouvait des sortes de robots, ce qui allait à l'encontre de ses directives. Il refusera donc au premier abord de donner son aval, et finira par changer d'avis face à une Verity très insistante. Et si on regarde le scénario de plus près, eh bien tout fait sens. Le docteur et ses nouveaux compagnons arrivent sur une planète du nom de Skaro, planète sur laquelle vit une race alien qui, suite à une guerre nucléaire, s'est séparée en deux factions. D'un côté, les Tal, qui vivent à la surface et ont réussi à s'adapter aux radiations, et d'un autre, les Daleks, vivant reclus sous terre, mais également dans des sortes de robots les protégeant des radiations. Et c'est là que le coup de génie éclate selon moi, car même si l'espace est un sujet attrayant, la guerre froide l'est d'autant plus. Et dans cet épisode, Terry Nation a réussi à métaphoriser le tout, parlant à la fois de l'espace, d'une guerre froide, de la folie du nucléaire, et créant par la même occasion ce qui deviendra plus tard les plus emblématiques ennemis du docteur, les Daleks, et dont la réplique culte n'est autre que le célèbre exterminé que vous avez toutes et toutes déjà entendu au moins une fois quelque part. Exterminate! 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 En un sens, Verity n'a fait que suivre les pas de son mentor en se servant également de l'actualité. Les 7 parties de cet épisode seront alors diffusées du 21 décembre 1963 au 1er février 1964. Et même si j'émets ici une hypothèse, étant donné que la métaphore n'a jamais été officialisée, du moins pas à ma connaissance, ça ne change pas les faits. L'épisode éclatera les records d'audience, atteignant même les 10,4 millions de téléspectateurs, soit 1/5 de la population du Royaume-Uni de l'époque, et séduisant les enfants, mais pas que. Et ils se marièrent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Non, parce que là ça fait très conte de fées, je reconnais que c'est assez joli, mais je vois pas trop le rapport avec le reste de la vidéo, enfin je vois pas en quoi ça nous explique réellement de quoi ça parle, ni pourquoi ça marche. Et justement, je pense qu'il est temps que je vous explique où je veux en venir avec tout ça, et pourtant croyez bien que j'ai essayé de réduire la chose au maximum. Je pense qu'indirectement, je viens de répondre à la question Doctor Who, pourquoi ça marche? Et bien tout simplement parce que la série est innovante et audacieuse. Innovante dans le sens bien de sa création déjà, qui marquera notamment la naissance de la toute première productrice de la BBC, chose qui par ailleurs passa complètement inaperçue, parce qu'à l'époque on ne se sentait pas obligé de nous vendre une série uniquement parce que la production était féminine, chose qui reste selon moi plus proche de l'égalité homme-femme que ne l'est un film comme Wonder Woman qui ne va baser sa communication que sur cet élément et qui... Tu t'égares et crois-moi, t'as vraiment pas envie de lancer ce débat. Soit, tout ça pour dire qu'on a le droit à une série qui restera audacieuse. Audacieuse dans le sens où elle ose et elle osera pendant plus de 50 ans. Avec un petit peu de tout et de n'importe quoi, je veux bien le reconnaître. Des fois, des épisodes seront géniaux, comme l'épisode sur Skaro, et des fois, les épisodes seront assez catastrophiques, comme le téléfilm de 1996. Mais à côté de ça, on a le droit à une série qui essaye de nouveaux trucs à chaque fois, qui évolue avec son temps, qui surfe sur la vague tout en restant borderline. Et si je veux vous expliquer ça plus en détail, je suis obligé d'aborder un nouveau thème, la régénération. Tout d'abord, celle du personnage. En 1966, William Hartnell devenait ingérable. Ne supportant pas John Wiles, le remplaçant de Verity Lambert parti un an plus tôt, des conflits éclataient sans cesse sur le plateau. Mais surtout, l'acteur souffre d'une maladie l'empêchant d'apprendre ses textes correctement. Sidney Newman aura alors une nouvelle épiphanie, la régénération. En gros, si le docteur meurt, ce dernier a alors la capacité de changer physiquement et mentalement afin de tromper la mort. Ainsi, la série peut continuer malgré le renvoi de l'acteur. Une idée qui devint alors l'originalité ultime de la série, permettant à cette dernière de se renouveler de temps à autre. On passera sur le fait que l'acteur vécut très mal son renvoi et en fit une dépression. Mais la régénération au sens large ne s'arrête pas là. D'une certaine manière, c'est la série tout entière qui se régénère. Les scénaristes, les réalisateurs, les producteurs, au final, c'est l'équipe tout entière qui change et se transforme. Donnant ainsi naissance à une série en constante évolution, certaines saisons étant majoritairement comiques, d'autres majoritairement dramatiques, etc. Raison pour laquelle chaque fan aura alors son docteur fétiche, sa saison favorite ou ses compagnons préférés. Et du coup, si tout à l'heure je vous disais que résumer le scénario de la série en 5 minutes était une hérésie, c'est pour la simple et bonne raison qu'il n'y en a pas vraiment. Parce qu'on va suivre l'histoire d'un docteur qui ne sera jamais le même, accompagné de différents compagnons qui changeront également au fur et à mesure du temps, le tout dans le temps et l'espace, pour vivre des aventures à l'ambiance et à la réflexion différente. Si bien que lorsqu'on lance un épisode, c'est un petit peu comme si on jouait à la roulette russe. On a autant de chances d'adhérer que de détester. Et à mon avis, en fait, c'est pour ça que ça marche, parce qu'il n'y a rien de plus attrayant que l'inconnu. Ah, c'est un beau discours. Bon, ça n'a pas empêché la série de s'arrêter. 2 fois.
Et justement, j'y viens. Lorsque l'on parle de Doctor Who, on pense forcément à 3 périodes. De 1963 à 1989, la date de 1996 et de 2005 à nos jours. Et je ne vous parle même pas de tous les spin-offs et autres films qu'il y a pu y avoir à côté. Et la grande différence entre ces 3 périodes est principalement le format de la série. En effet, de 1963 à 1989, la série est découpée en épisodes, également découpés en plusieurs parties de 25 minutes chacune. Le plus long d'entre eux étant The Dalek Master Plan, écrit par Terry Nation, encore lui, et Denis Spooner, et composé pour le coup de 12 parties. À l'arrivée de Colin Baker, le 6e Docteur, l'audience commence dangereusement à chuter. La production pensera alors que l'interprète n'est pas à la hauteur selon les fans, et après 2 saisons seulement, l'acteur sera alors remplacé par Sylvester McCoy, le 7e Docteur. Ce qui ne changera absolument rien, et la série s'arrêtera donc en fin de 26e saison, en 1989. A mon avis, et j'émets une nouvelle fois une hypothèse, le véritable problème venait du format de la série, dont l'utilisation abusive de cliffhanger devenait être à la longue un petit peu lourde. En 1996, un téléfilm coproduit par le Canada et les USA, en plus du Royaume-Uni, bien entendu, voit le jour. On tente ici un renouveau plus américain de la série avec une nouvelle incarnation du Docteur ayant les cheveux longs, faisant de la moto, et ce fut un flop. Mais genre bien quoi. Autant vous dire qu'après ça, les gens pensaient vraiment que la série était morte et enterrée. Si on oublie une nouvelle fois les parodies, l'épisode spécial 40 ans en 2003, les bouquins, les BD... Enfin, voilà quoi. Et c'est alors qu'en 2005 arrive un homme du nom de Russell T Davies et qui décide de relancer la série avec cette fois-ci un format 40-45 minutes pour des saisons à 13 épisodes. Pari au final gagné puisqu'en 2017 la série continue toujours. Cependant, j'avoue que ça ne répond toujours pas à la question par où commencer. Super. Bah merci. Ah, ça va, je suis un petit peu obligé d'en parler. Tu fais n'importe quelle recherche sur le sujet sur internet, tu vas forcément tomber sur ces 3 périodes. Du coup, je pouvais difficilement passer à côté. Et encore, chaque période est redivisée en plusieurs périodes derrière, avec les changements de docteur, le passage à la couleur... Ouais, alors par contre, si tu commences à toutes nous les énumérer, je te promets, je vais vérifier si toi aussi tu peux te régénérer. Non mais bien sûr que je vais pas tous les faire, ça prendrait des plombes. Bref, pour faire simple, disons que le plus facile pour commencer la série est de commencer avec l'arrivée d'un nouveau docteur, et pour ça, permettez-moi de vous donner 4 points d'entrée que je recommande. La première proposition est de commencer en 1974 avec l'arrivée du 4e docteur nommé Tom Baker, et qui pour le coup apporte avec lui pas mal de renouveau. Tout d'abord, c'est le docteur qui va rester le plus longtemps, avec 7 saisons au total, mais qui sera également considéré comme l'un des meilleurs docteurs de tous les temps, et qui apportera avec lui un univers un petit peu plus décalé, mélangeant à la fois le sérieux et le comique. Un décalage qu'on va retrouver quand même majoritairement dans le reste de la série par la suite. Il sera également accompagné de Sarah Jane Smith, qui sera considérée comme l'une des meilleures compagnes de l'époque, et pour le coup, je vous recommande cette partie-là si jamais c'était le format cliffhanger qui vous intéressait. La deuxième proposition est de commencer en 2005 avec le nouveau format et l'arrivée du 9e docteur, Christopher Eccleston, qui pour le coup... faut s'y préparer, aura une saison 1 assez cheap au niveau des effets visuels et surtout assez bancale au niveau du scénario. Tout simplement parce que Russell T Davies était, selon moi, encore dans sa période de réflexion à savoir quel était le public visé. L'âge d'or arrive réellement avec le 10e Docteur, David Tennant, 1 an plus tard, mais pour le coup, je pense que cette première saison peut vous permettre d'avoir pas mal d'éléments pour comprendre et surtout rentrer dans l'univers de la série. La troisième possibilité est de commencer en 2010 avec un nouveau soft reboot marquant l'arrivée du 11e docteur Matt Smith mais également du nouveau showrunner Steven Moffat. Alors pour vous remettre dans le contexte, il faut savoir qu'à ce moment-là, les États-Unis voulaient faire un remake américain de la série et afin de contrecarrer leur plan, la série s'est vue avoir un budget considérablement plus élevé, ce qui donne déjà un visuel beaucoup plus impressionnant, mais surtout une réalisation impeccable. Cependant, j'aurais du mal à vous conseiller cette période pour la simple et bonne raison que je considère que, malgré tout ça, c'est l'une des pires. Parce que, en fait, ça va aussi marquer des scénarios beaucoup plus clichés, on va se retrouver avec des incohérences assez monstrueuses, surtout si vous re-regardez la série, parce que, au premier abord, vous les verrez peut-être pas. Et surtout, on va avoir une ambiance beaucoup plus américanisée afin de gagner et de conquérir les États-Unis. Et j'ai beaucoup de mal avec ça. Mais après, c'est au goût de chacun. Si vous êtes fan de la manière de faire des États-Unis, vous pouvez très bien commencer par cette période et je pense que vous pourrez y trouver votre bonheur. Enfin, quatrième et dernier point d'entrée que je peux vous donner, c'est 2014 ou 2017, avec l'arrivée d'un nouveau docteur interprété par Peter Capaldi, qui sera du coup le 12e, du moins sur papier, vous embêtez pas, le 12e, qui pour le coup... va marquer un retour aux sources, dans le sens où vous allez avoir droit à une série qui sera déjà dans un univers beaucoup plus british, que ce soit au niveau de l'humour et même de l'ambiance, et surtout un docteur qui va être très antipathique et limite viré vers le anti-héros, comme pouvait l'être William Hartnell, la toute première incarnation. Ce qui
personnellement, me plaît beaucoup. Après, pourquoi je vous donne de date? Eh bien, tout simplement parce qu'en 2014, la série ne fait pas un soft reboot. On va vous expliquer quelques règles, mais pas tout non plus. C'est-à-dire que le showrunner considère que vous connaissez quand même l'endroit où vous mettez les pieds. Tandis que si vous commencez en 2017 avec la 10e saison, cette fois-ci, vous avez le droit de nouveau à un soft reboot qui vous expliquera dans les grandes lignes où vous mettez les pieds et vous serez logiquement moins perdu. Voilà, c'était les 4 points d'entrée que je pouvais vous donner. Après, vous faites ce que vous voulez avec. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, c'est juste que t'as expliqué plein de trucs, mais j'ai l'impression d'être autant paumé qu'avant. Ouais, non mais... En soi, je comprends, mais comme je le disais tout à l'heure, en fait, la série est un ovni, elle évolue dans le temps et de manière tellement différente qu'il est impossible d'en aimer la totalité. Du coup, si vraiment vous avez envie de tester cette aventure, voici mon conseil. Prenez l'un des points clés que je vous ai donnés et donnez-vous le temps de regarder au moins une saison. Juste une seule. Après ça, si vous avez trouvé des trucs qui vous intéressent, continuez. Par contre, si vous êtes fait chier, et ça peut arriver, je pense que l'univers cinématographique est de toute manière assez riche pour que vous puissiez trouver votre bonheur ailleurs. Et personne ne vous en voudra. Bon, avant de vous laisser, j'aurais une dernière question à vous poser. De mon côté, en fait, ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo parce que ça faisait très longtemps que je voulais parler de cette série de manière un petit peu sérieuse et recherchée. Et j'aimerais continuer de le faire, c'est-à-dire faire une vidéo par docteur et par spin-off. Cependant, je ne sais pas vraiment par où commencer. Est-ce que je commence par 1963 ou est-ce que je commence en 2005? C'est-à-dire que si je commence en 2005, je suis plus près de l'actualité et du Doctor Who que tout le monde connaît de nos jours. Mais j'ai peur de faire quelques erreurs étant donné que je n'ai pas vu toute la série des classiques, c'est-à-dire de 63 à 89. Et j'ai peur du coup de faire des erreurs comparées à des éléments tout simplement qui me manqueraient. D'un autre côté, si je commence en 1963, j'ai peur que ça n'intéresse pas tout le monde et que, voilà quoi, ça marche pas. Du coup, répondez-moi dans les commentaires, vous me dites 1963 ou 2005 et on avisera. Voilà, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous si jamais elle vous a plu, et de mon côté, je reste à votre disposition dans les commentaires, et je vous dis à la prochaine! Non mais, c'est pas possible. J'ai à peine le temps de me changer que c'est bon, tu nous as déjà perdu. C'est qui le producteur du coup? C'est Sydney Newman ou c'est Verity Lambert? Faudrait savoir. Ça n'a pas fait de bruit. Il y en a eu un léger mais qui était... surtout ça fait... Oh. Bra Ça fait... Oh. Bigger on the inside. Non. Non.